entier. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce texte est issu de l'habilitation que nous avons accordée, de façon un peu forcée, il faut le dire, au Gouvernement lors de l'examen de loi Engagement et proximité fin 2019. Nous sommes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, Madame la Ministre, Covid oblige, un peu en retard sur cette réforme, mais elle est enfin là. De saluer tout d'abord la qualité des échanges que nous avons pu avoir tout au long de sa conception avec les cabinets des ministres, que ce soit avec celui de Sébastien Lecornu, dont je salue l'action déterminante, ou la vôtre depuis le remaniement. Quelles raisons ont poussé le Gouvernement à réformer le système de la formation des élus locaux ? Un double échec. Échec à maintenir les coûts de formation à un niveau raisonnable et où quelques organismes peu scrupuleux ont essoré le système qui a pu faire figure parfois d'un nouvel Eldorado. Le rapport de l'IGA-IGAS a été très explicite en la matière. Échec également de la Caisse des dépôts, qui a affiché des dépenses totalement injustifiables et disproportionnées en matière de frais de gestion de ce fonds de formation. Ajoutez à cela des délais de réponse démesurés, voire des non-réponses. Alors, Madame la Ministre, vous avez agi, et c'était nécessaire. Mais vous avez été bien plus loin que l'habilitation. Aussi, revenons-en au terme de cette habilitation pour étudier votre réforme. Premier point, l'accès au droit à la formation tout au long de la vie, le compte personnel de formation et la portabilité des droits. C'est l'accès à la fongibilité entre le DIF élu et le CPF qui ouvre de vraies passerelles entre le parcours d'un élu et son parcours professionnel. Sur ce point, nous ne sommes pas encore sur un véritable statut de l'élu, mais c'est un pas en avant qui est toujours le bienvenu. Second point de l'habilitation, faciliter l'accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat. Le point central de la réforme réside dans le passage des droits ouverts en équivalent heure et non plus en euros. Je ne reviens pas sur le détail du calcul, mais sur un point de divergence que j'ai avec votre approche sur la fin du cumul du DIF d'année en année tout au long du mandat. Tout ne se joue pas la première année, Madame la Ministre. J'ai donc du mal à voir ce qui ferait obstacle à ce cumul dans le temps. Je prends acte de l'amendement que vous déposez en séance et qui me semble de nature à faire l'objet d'un compromis en introduisant un plafonnement de ce cumul. Troisième point de l'habilitation, le référentiel de la formation et la mutualisation du financement. J'ai soulevé plusieurs interrogations quant à l'adaptabilité de ce référentiel aux problématiques nouvelles qui verront le jour et à sa nécessaire actualisation. Les réponses apportées m'ont plutôt convaincue. Nous sommes donc dans le difficile équilibre à trouver. D'un côté, poser un cadre pour éviter que le contenu des formations ne dérive, et de l'autre, laisser suffisamment d'ouverture pour faire face aux besoins de formation pointus ou à l'évolutivité des matières traitées par les élus locaux. Au rang des innovations intéressantes, l'abondement du compte des élus par leur collectivité, ce qui, d'ailleurs, permet à la collectivité d'honorer son obligation de formation hors DIF, mais aussi la possible intercommunalisation. En cela, je crois que le Gouvernement répond de façon opérationnelle à nos exigences. Quatrième et dernier axe de la réforme, assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation. Sur ce point, j'ai plus d'interrogations. Quels moyens humains et financiers seront mobilisés ? Quelles compétences ? Des interrogations également sur les membres du nouveau conseil d'orientation ou encore sur la procédure d'attribution et de renouvellement des agréments. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de lever ces points d'alerte. Pour finir, j'insiste sur le fait que la Caisse des dépôts va devoir rendre des comptes sur sa gestion. C'est un point dur sur lequel nous ne devons pas céder, chers collègues, compte tenu des leçons du passé. De plus, j'ai noté l'engagement du Gouvernement sur un délai de réponse de 7 jours sur les dossiers de demande de prise en charge, ce qui est osé dans un contexte où la dématérialisation des procédures ne réglera pas tout puisque un certain nombre d'élus locaux ne sont pas outillés ou connectés. Mes chers collègues, de conclure que le RDSE votera en faveur de cette réforme si nous parvenons aujourd'hui à un compromis. Je vous remercie.